Bonjour mesdames et messieurs, il est 6h30, bienvenue dans ce journal. La pénurie d'eau à Bouaké dure depuis quelques semaines. La Banque mondiale se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour résoudre la situation. À ce sujet, une mission de haut niveau conduite par le directeur des opérations de la Banque mondiale s'est rendue récemment à Bouaké pour s'imprégner des difficultés. L'institution financière dégage 5 milliards de francs CFA pour financer des mesures urgentes en vue de permettre aux populations d'avoir de l'eau dans les robinets. Kader Sogodobo. Le 1er mai 2018, le président de la République, Alassane Ouattara, annonçait la venue à Bouaké d'une mission de haut niveau de la Banque mondiale en vue de contribuer à la résolution de la pénurie d'eau constatée dans la région de Bouaké depuis environ 2 mois. Cela est chose faite. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Pierre Laporte, est à Bouaké. La mission démarre par des échanges avec les autorités locales et les responsables de l'hydraulique. Objectif, avoir un point de la situation. Pour mieux comprendre, une visite est initiée. La Loca, le barrage qui a tari, les carrières de sable qui ont favorisé la pénurie. Il s'est agi aussi de voir les solutions adoptées pour servir les populations en eau. Le centre de remplissage des citernes, les forages en cours de réalisation et les points de distribution d'eau. Nous, à la pompe, on fait 3 un mois de demi. D'accord. Un mois de demi. Peut-être dans d'autres quartiers, ça fait 1 mois. Sinon, moi, chez moi, ça fait 2 mois que moi, je n'ai pas eu de l'eau. Pendant ce temps, vous faites quoi? C'est quand ils viennent ravitailler la maternité, là. Ils viennent faire tout son possible pour servir tout le monde. 5 milliards de francs CFA de la Banque mondiale sont annoncés pour soutenir la ville de Bouaké à sortir de cette situation difficile et sans précédent. On va prendre 5 milliards dans 2 projets qui devraient être dépensés plus tard, mais on va l'emmener tout de suite pour être décaissés au fur et à mesure, prenant en compte les procédures qui vont être prises. Mais les ressources sont là, sont prêtes. Un apport financier conditionné. On attend l'État, mais on va sûrement demander une assurance sur les questions de préservation, telles qu'un arrêt total, définitif de cette question d'enlèvement de sable. Les mesures urgentes. Vous avez eu des forages qui sont en cours d'exécution, il y a des citernes qui tournent, il y a des unités mobiles de traitement d'eau potable qui seront installées à Bouaké sous peu. Donc c'est un ensemble de mesures que le gouvernement a mis en place pour juguler la crise dans l'immédiat. Et ce sont ces mesures-là que la banque veut nous aider à financer pour 5 milliards maintenant. D'autres contributions de la Banque mondiale seront faites en faveur de certaines villes qui connaissent la même situation que Bouaké, a promis Pierre Laporte, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. La semaine de l'Europe célébrée du 7 au 18 mai est à sa 3e édition. Elle consiste à communiquer sur les actions de l'Union européenne en faveur de la Côte d'Ivoire. C'est aussi l'occasion de faire le point de la coopération UE-Côte d'Ivoire en vue d'envisager de nouvelles perspectives. Cette semaine sera marquée par un festival du film européen, des journées portes ouvertes sur les projets financés par l'UE en Côte d'Ivoire, un panel, une exposition de photographies, etc. L'Union européenne de la Côte d'Ivoire, c'est 60 ans de coopération marqués par des appuis financiers et techniques dans tous les secteurs d'activité, surtout dans le social. Une conférence de presse hier matin à Abidjan a été tenue pour annoncer l'événement. C'était en présence de notre reporter Justine Sey-Djike. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne célèbrent leur coopération à travers une semaine du 7 au 18 mai, marquée par un festival du film européen, des journées portes ouvertes dédiées à l'exposition des projets financés par l'Union européenne au bénéfice des populations ivoiriennes, par la signature d'une convention dans le secteur de l'énergie et des panels consacrés à l'emploi, à l'électrification rurale et au foncier rural. Ce sera aussi et surtout l'occasion de faire le bilan des années de coopération et d'envisager des perspectives. Nous soutenons la Côte d'Ivoire dans à peu près tous les domaines. Quand on fait le bilan, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, nous sommes surtout orientés sur le soutien au secteur social, que ce soit à travers l'agriculture, que ce soit à travers l'accès à l'énergie électrique et également à travers, d'une façon générale, la santé publique et en y ajoutant les routes et la coopération directe avec l'État à travers des appuis budgétaires. Nous sommes à une période charnière. L'accord de Cotonou, qui est la base juridique
qui fonde les relations des États ACP et avec l'Union européenne finit en 2020. Donc nous sommes dans une période de renégociation des nouvelles relations avec l'Union européenne. Donc il est bon déjà de faire ce bilan et partager cela avec la population ivoirienne. La Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire est à sa 3e édition. Elle intervient à l'occasion de la Fête de l'Europe célébrée le 9 mai en commémoration de la déclaration de Schuman du 9 mai 1950 marquant l'acte de naissance de l'Union européenne qui regroupe 28 pays. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Le Programme national de lutte contre la tuberculose et l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire viennent de lancer officiellement la prise en charge des tuberculeux dans les cliniques privées d'Abidjan. La signature de convention a eu lieu jeudi dernier, ici même à Cocody. 10 cliniques privées ont été retenues pour cette phase pilote. Les représentants de ces cliniques ont reçu la liste des kits de démarrage. Je rappelle que 52% des Ivoiriens se soignent dans les cliniques privées. On en parle avec Ami Sissoko. La commune d'Abobo est l'une des communes qui regorge du plus grand nombre de cas de tuberculose. L'organisation actuelle de la prise en charge ne nous permettait pas de leur administrer le traitement au sein de notre structure. Quand on suspecte un patient de tuberculose, on l'adresse au centre antituberculeux. Donc dans cette démarche, nous les perdons de vue. Ne plus perdre de tuberculeux de vue. C'est le dernier projet du Programme national de lutte contre la tuberculose et de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. À ce projet participent 10 cliniques privées d'Abidjan, retenues pour la phase pilote de la prise en charge des tuberculeux. Nous savons que beaucoup de patients n'ont recours qu'au secteur privé. Donc il était nécessaire de nous engager également dans le système privé pour capter tous les patients qui se rendraient dans ces services de santé privés. Nous savons que le secteur privé intervient à hauteur de 52% de l'offre de soins. On ne peut pas, dans un programme aussi important, exclure 52% de la population. Donc, conscient de cela, notre organisation s'est engagée auprès de l'État de Côte d'Ivoire, du ministère, pour l'accompagner le plus étroitement dans ces différents programmes, dont celui de la lutte contre la tuberculose. Dans le cadre de ce projet, le Programme national de lutte contre la tuberculose va former et accompagner le personnel des cliniques privées. Il va aussi les approvisionner en microscopes, médicaments et autres. En retour, ces 10 cliniques privées vont effectuer la prise en charge gratuite des patients depuis la suspicion jusqu'au dépistage en passant par le diagnostic. Le patient qui rentre dans la clinique, s'il a des signes qui font penser à la tuberculose, on va réaliser des examens de crachat gratuitement chez lui. Et si, dès lors qu'il est connu tuberculeux, les prochaines fois qu'il viendra pour prendre ses médicaments, il ne va pas payer. Mais s'il doit faire d'autres examens, s'il doit être hospitalisé, tout cela, il doit payer. En Côte d'Ivoire, 54% des malades de la tuberculose sont des jeunes de 15 à 45 ans. Sur 100 000 habitants, 53 sont diagnostiqués tuberculeux. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était vendredi dernier l'hôte des rois et chefs traditionnels. Samson Kambile a été sollicité pour échanger avec les têtes couronnées sur les dispositions de l'article 175 de la Constitution. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a assuré de la disponibilité de ses services à les aider pour la réussite de leur mission. Charles Tato, notre confrère de RTI Boaké. Institution traditionnelle regroupant rois, chefs de canton, chefs de tribus et chefs de village. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a en charge la valorisation des us et coutumes, la promotion des valeurs de paix, de développement et de cohésion sociale, puis le règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés. Toutes ces attributions sont des dispositions de l'article 175 de la Constitution ivoirienne. Pour réaliser donc sans reproche ces missions, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a invité le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Objectif, échanger sur la compréhension de l'article 175 de la Constitution. Ces autorités morales ont voulu que le ministre de la Justice que je suis échange avec eux sur des dispositions constitutionnelles.
mais c'était vraiment des échanges dynamiques. On est allé au-delà de cela, nous avons évoqué plusieurs questions. Et comme je l'ai dit aux rois et chefs traditionnels, le ministère de la Justice est prêt à les aider, à les conseiller pour un bon fonctionnement de la Chambre des rois et chefs, qui est une institution de la République qui doit servir l'intérêt général. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est représentée dans chaque région administrative par un comité régional. Et puis les éléments du CCDO, du Centre donc de coordination des décisions opérationnelles basé à Bouaké, viennent d'intercepter 54 kg de cannabis. 2 individus ont été mis aux arrêts. Ils ravitaillaient de nombreux réseaux de consommateurs de drogue dans l'université Alassane Ouattara et des grandes écoles de la capitale de la région de Bouaké. Kader Sogodogo. Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO Bouaké. 2 individus avec des valises. Le décor pourrait bien ressembler à des voyageurs ordinaires. Heureux, ces individus transportent de la drogue, précisément du cannabis, 54 kg au total. Suite à une information anonyme, l'étau s'est resserré autour de l'un d'entre eux, étudiant à Bouaké. La perquisition de son domicile a permis de trouver toute cette quantité de drogue. Sa mission ? Ravitailler certains étudiants de l'université Alassane Ouattara et de certaines grandes écoles de Bouaké. Dans les universités et les grandes écoles. À tous ceux qui consomment la drogue et qui vendent la drogue, je leur dis, je leur conseille d'arrêter et ce n'est pas une bonne chose. Oui, je regrette. Les forces de défense et de sécurité basées à Bouaké restent déterminées à démanteler tous les réseaux de dealers. Bouaké, vous savez, Bouaké pour nous, c'est un enjeu. Voilà, Bouaké sort d'une crise. Donc nous sommes venus là, c'est pour faire la promotion de la destination Bouaké. Voilà, donc il faut déblayer, nettoyer Bouaké de tous les déchets pour que les gens puissent venir. Parce que c'est la drogue là-même là, qui nourrit la criminalité. Cette prise s'inscrit dans le cadre de l'opération Épervier 3 qui suit son cours à Bouaké. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. En Tunisie, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche à partir de 8 h heure locale dans les 350 municipalités du pays. Plus de 2000 listes, 57 000 candidats en tout se présentent à ces premières municipales depuis la révolution de 2011. Ce scrutin marque une étape importante dans la transition démocratique que vit la Tunisie, malgré la crainte d'une forte abstention. Près de 3,75 millions Libanais sont appelés aux urnes ce dimanche également pour élire cette fois 128 députés, 9 ans après les dernières élections législatives. C'est un scrutin aux multiples enjeux. Et puis plus loin en Russie, Alexei Navalny l'appelle le vieillard peureux. Vladimir Poutine sera investi lundi 7 mai, donc demain, pour un nouveau mandat à la tête de la Russie. Et le président russe n'aime pas qu'on lui gâche la fête. Des dizaines de manifestations organisées à travers tout le pays par son principal opposant Alexei Navalny ont été réprimées. Il y a eu plus de 1500 arrestations selon une organisation de défense des droits de l'homme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.